Le vent dans les saules de Kenneth Grahame. Chapitre 6. Monsieur Crapaud. Lecture par Christophe Tabar. C'était une belle matinée du début de l'été. La rivière était rentrée dans son lit et avait repris son cours habituel. Un soleil brûlant semblait faire sortir de terre tout ce qui est vert, touffu, épineux, et l'attirer vers lui. Depuis l'aube, Taupe et Rat s'étaient plongés dans toutes sortes de travaux concernant les bateaux et la réouverture de la saison du canotage. Ils avaient repeint, reverni, réparé des avirons, regarni des coussins, étaient partis à la recherche de crochets manquants, et ainsi de suite. Ils achevaient leur déjeuner dans leur petit salon en discutant avec animation de leurs projets pour la journée, quand on frappa vigoureusement à la porte. « Zut !» dit Rat, entièrement absorbé par son œuf à la coque. « Puisque tu as fini, Taupe, va voir ce que c'est, comme un bon garçon. » Taupe obéit et Rat l'entendit pousser un cri de surprise. Il ouvrit toute grande la porte du salon et annonça avec emphase « Monsieur Blaireau !» C'était chose étonnante, en vérité, que Blaireau leur fît une visite officielle, comme à n'importe qui d'autre d'ailleurs. En général, quand on voulait vraiment le voir, il fallait le saisir au moment où il se glissait tranquillement le long d'une haie, tôt le matin ou tard le soir, ou bien aller le relancer jusque chez lui au cœur de la forêt, ce qui était une véritable expédition. Blaireau entra à pas lourds dans la pièce et resta là à contempler les deux animaux avec une expression pleine de sérieux. Rat laissa tomber sa cuillère sur la table et resta bouche bée. « L'heure est venue !» finit par dire Blaireau sur un ton solennel. « Quelle heure ?» demanda Rat mal à l'aise, en regardant l'heure à la pendule placée sur la cheminée. « L'heure de qui, devrais-tu plutôt dire, répliqua Blaireau. « Eh bien, celle de Crapaud. J'avais dit que je le prendrais en main dès la fin de l'hiver, et c'est aujourd'hui que je vais le faire. »« L'heure de Crapaud, naturellement, dit Taupe, charmé. Hurrah ! Maintenant je me souviens, nous allons lui apprendre à être un crapaud raisonnable. » Ce matin même, d'après ce que j'ai appris hier soir d'une source digne de foi, dit Blaireau, en s'installant dans un fauteuil, une nouvelle automobile d'une puissance exceptionnelle doit être livrée à l'essai chez Crapaud. À l'instant où nous parlons, celui-ci est peut-être en train de revêtir les accoutrements hideux auxquels il tient tant et qui ont le don de transformer un crapaud bien de sa personne, relativement, en une chose dont la vue est capable de rendre fou tout animal normalement constitué. Nous devons être prêts à agir avant qu'il ne soit trop tard. Vous allez tous les deux m'accompagner sans tarder au manoir Crapaud, et nous allons commencer notre sauvetage. « Tu as raison, dit Rat en se levant d'un bond. Nous allons voler au secours de ce pauvre animal. Nous allons faire de lui un animal plus raisonnable qu'il n'a jamais été. » Ils partirent sur la route, Blaireau en tête, pour accomplir leur mission charitable. Quand ils sont en groupe, les animaux se déplacent d'une façon réfléchie et rationnelle, en file indienne, au lieu de se déployer en travers de la route. De cette manière, ils peuvent se venir en aide en cas de danger ou de simple ennui. Lorsqu'ils arrivèrent dans l'allée du manoir Crapaud, ils virent, comme Blaireau s'y attendait, une nouvelle auto toute brillante, de grande taille, rouge vif, la couleur favorite de Crapaud, qui attendait devant le perron. Au moment où ils se trouvèrent devant la porte, celle-ci s'ouvrit toute grande et Monsieur Crapaud, affublé de grosses lunettes, d'une casquette, de guêtres, d'un énorme manteau, descendit les marches en se pavanant. Il était en train d'enfiler d'énormes gants à crispins. « Bonjour ! Venez, les gars !» s'écria-t-il gaiement dès qu'il les aperçut. « Vous arrivez juste à temps pour m'accompagner dans une joyeuse... Son enthousiasme tomba en voyant l'air sévère et inflexible de ses amis, qui ne disaient mot, et il n'alla pas jusqu'au bout de son invitation. Blaireau gravit les marches. « Emmenez-le à l'intérieur, dit-il à ses compagnons d'un air sévère. Puis, tandis qu'on faisait passer de force la porte à Crapaud, qui se débattait en protestant, il se tourna vers le chauffeur conduisant la nouvelle automobile. « Je crains qu'on n'ait pas besoin de vous aujourd'hui, dit-il.
Monsieur Crapaud a changé d'avis. Il n'a pas l'usage de cette voiture. Considérez, s'il vous plaît, cette décision comme définitive. Inutile d'attendre. Puis il suivit les autres à l'intérieur et referma la porte. « Et maintenant, dit-il à Crapaud, quand ils furent réunis tous les trois dans le vestibule, pour commencer, débarrasse-toi de cet accoutrement ridicule. »« Sûrement pas, » répliqua Crapaud, plein d'énergie. « Que signifie cette attitude gravement outrageante? J'exige une explication immédiate. »« Alors déshabillez-le, vous deux, » ordonna Blaireau d'un ton sec. Il dut étendre Crapaud sur le sol. Il donnait des coups de pied. Il les traitait de toutes sortes de noms. Ils réussirent enfin à faire ce que Blaireau demandait. Rat s'assit sur Crapaud pendant que Taupe lui ôtait une par une les pièces de son déguisement d'automobiliste. Ils purent alors le remettre debout. Dépouillé de cette magnifique panoplie, il paraissait d'humeur infiniment moins bravache. À présent, il n'était plus la terreur des grandes routes, mais simplement Crapaud. Il riait faiblement, assez niaisement. Il regardait ses amis l'un après l'autre d'un air piteux. Il paraissait comprendre parfaitement la situation. « Tu savais qu'il faudrait en venir là tôt ou tard, Crapaud, » dit Blaireau avec sévérité. « Tu as négligé tous les avertissements que nous t'avons donnés. Tu as continué à dilapider l'argent que ton père t'a laissé. Tu nous donnes, à nous autres animaux, une mauvaise réputation dans le secteur par ta façon sauvage de conduire, tes accidents et tes démêlés avec la police. C'est très bien d'être indépendant, mais nous autres, les animaux, nous ne permettons jamais à nos amis de se ridiculiser au-delà d'une certaine limite. Or, cette limite, tu l'as dépassée. Maintenant, tu es un brave garçon à bien des égards, et je ne veux pas me montrer trop sévère avec toi. Je vais faire encore un effort pour te ramener à la raison. Tu vas m'accompagner dans le fumoir, et là, tu m'entendras te dire certaines vérités te concernant. Nous verrons si celui qui sortira de cette pièce sera le même que celui qui y est entré. » Il saisit fermement Crapaud par le bras, l'emmena dans le fumoir et la porte se referma sur eux. « Inutile, » dit Rat d'un air méprisant. « Parler à Crapaud ne lui fera jamais aucun effet. Il promettra tout ce qu'on voudra. » Ils s'installèrent dans des fauteuils et attendirent patiemment. À travers la porte fermée, ils n'entendaient que le ronronnement régulier de la voix de Blaireau, avec les montées et les chutes des périodes oratoires. Bientôt ils remarquèrent que le sermon commençait à être ponctué par intervalles de longs sanglots, sortant bien évidemment de la poitrine de Crapaud, qui avait le cœur sensible, et qui était un ami affectueux facile à convertir, provisoirement, à n'importe quel point de vue. Au bout de 3/4 d'heure environ, la porte s'ouvrit, et Blaireau reparut, conduisant solennellement par la patte un Crapaud complètement effondré. Sa peau pendait en faisant des poches de tous côtés, ses jambes vacillaient, ses joues étaient ravinées par les pleurs que le bouleversant discours de Blaireau avait fait couler à profusion. « Assieds-toi ici, Crapaud, » dit Blaireau avec douceur en lui désignant une chaise. « Les amis, reprit-il, j'ai le plaisir de vous faire savoir que Crapaud a fini par reconnaître ses erreurs. Il est sincèrement navré des fautes qu'il a commises dans le passé et est résolu à abandonner complètement et définitivement les automobiles. J'ai sa promesse formelle. »« Voilà une très bonne nouvelle, » dit Taupe sur un ton grave. « En effet, » observa Rat d'un air ambigu. « Si seulement... oui, si seulement... » Ce disant, il regardait Crapaud d'un œil très sévère, et il ne pouvait s'empêcher de remarquer dans l'œil encore triste de cet animal une étincelle de malice. « Il ne reste qu'une chose à faire, poursuivit Blaireau, satisfait. « Crapaud, je tiens à ce que tu répètes solennellement devant nos amis ici présents ce que tu viens de reconnaître sans réserve au cours de la conversation que nous avons eue dans le fumoir. Tout d'abord, tu regrettes ce que tu as fait. Tu vois la folie que cela représente ?» Il y eut un silence interminable. Crapaud regardait de tous les côtés d'un air désespéré, tandis que les autres attendaient, impassibles, dans le silence. Il se décida à parler. « Non, dit-il d'un air un peu renfrogné, mais avec vigueur. Je ne regrette rien, et je n'ai fait aucune folie. Ce que j'ai fait n'avait rien de fou. C'était simplement magnifique. »« Quoi ?» s'écria Blaireau, hautement scandalisé. « Tu es un récidiviste. Tu viens à peine de me dire que... » « Oui, oui, dans ce fumoir, dit Crapaud en s'impatientant. «
Tu es si éloquent, mon cher Blaireau, si émouvant, si convaincant. Tu exposes si bien tous les aspects de ton affaire. Tu peux faire de moi tout ce que tu veux de cette façon, et tu le sais. Mais depuis, j'ai fouillé dans ma tête, j'ai tout passé en revue, et j'ai découvert que je ne regrettais absolument rien, que je n'étais pas repentant le moins du monde. Ce ne serait pas bien de le dire. Bon, c'est vrai. Ainsi, tu n'as pas promis de ne plus jamais toucher à une automobile, dit Blaireau. Certainement non, répliqua Crapaud avec énergie. Au contraire, j'ai sincèrement promis que dès que j'apercevrai une automobile, poup poup, je monterai dedans. Je te l'avais bien dit, n'est-ce pas, fit remarquer Rat à Taupe. Très bien, dans ce cas, dit Blaireau avec fermeté en se levant. Du moment que tu ne veux pas obéir à la persuasion, nous agirons par la force. Je craignais depuis longtemps d'être obligé d'en arriver là. Tu nous as souvent prié de venir habiter tous les trois avec toi, Crapaud, dans ta jolie maison. Eh bien, aujourd'hui, nous acceptons. Lorsque tu seras rallié à un point de vue raisonnable, nous pourrons partir, mais pas avant. Emmenez-le au premier étage, vous autres, et enfermez-le dans sa chambre, pendant que nous prenons nos dispositions entre nous. C'est pour ton bien, Crapaud, tu le sais, dit Rat avec bonté, tandis que Crapaud, donnant des coups de pied et se débattant, était traîné dans l'escalier par ses deux fidèles amis. Pense donc, comme nous nous amuserons, ainsi que nous l'avons toujours fait, quand tu seras sorti de tout cela, quand tu auras triomphé de cette pénible attaque. Nous prendrons scrupuleusement soin de toi jusqu'à ce que tu ailles mieux, Crapaud, dit Taupe, et nous veillerons à ce que ton argent ne soit plus gaspillé, comme par le passé. Finis ces incidents regrettables avec la police, Crapaud, dit Rat, au moment où il le faisait entrer de force dans sa chambre. Et plus de séjour à l'hôpital pendant des semaines sous l'autorité d'infirmières du sexe féminin, Crapaud, conclut Taupe en tournant la clé dans la serrure. Ils redescendirent l'escalier. À travers le trou de la serrure, Crapaud les injuriait. Les trois amis tinrent alors une conférence pour examiner la situation. « Ça va être un travail pénible, dit Blaireau avec un soupir. Je n'ai jamais vu Crapaud aussi décidé. Nous devons pourtant le sortir de là. Il ne faut pas le laisser un instant sans surveillance. Nous nous relayerons pour assurer la garde jusqu'à ce que le poison soit complètement éliminé de son organisme. » Ils arrangèrent leur tour de service. Chacun d'eux devait par roulement dormir dans la chambre de Crapaud, et ils se répartirent les heures de surveillance pendant la journée. Tout d'abord, ce fut extrêmement éprouvant. Quand il était pris d'une de ces crises violentes, il disposait les chaises de la chambre de manière à rappeler vaguement une automobile et s'accroupissait tout à l'avant, le corps penché, le regard fixé devant lui, en faisant des bruits affreux et épouvantables, jusqu'au moment où son état atteignait le paroxysme. Alors il capotait et tombait prostré au milieu des chaises en désordre, apparemment satisfait jusqu'à nouvel ordre. Avec le temps, ces accès pénibles s'espacèrent peu à peu, et ses amis s'efforcèrent d'éveiller son intérêt pour d'autres questions. Mais ils semblaient échouer dans leur tentative. Crapaud restait déprimé et apathique. Par une belle matinée, Rat, dont c'était le tour de garde, monta pour relever Blaireau. Il le trouva qui s'agitait, impatient de sortir et d'aller se dégourdir les pattes dans une longue randonnée à travers ses bois et dans son domaine souterrain. « Crapaud est encore au lit, dit-il à Rat avant qu'il n'entre. On ne peut pas tirer grand-chose de lui, sauf des phrases comme celle-ci. « Oh, laisse-moi en paix, ça ira peut-être mieux tout à l'heure. Ne te fais pas de mauvais sang inutile. » Et ainsi de suite. Maintenant, fais attention, raton. Quand Crapaud est calme et soumis, quand il joue le prix d'excellence à l'école du dimanche, c'est alors qu'il est le plus rusé. Il y a sûrement quelque chose qui se prépare, je le connais. Bon, maintenant, il faut que je m'en aille. « Comment vas-tu ce matin, mon petit vieux ?» demanda Rat avec bonne humeur en arrivant près du lit de Crapaud. Il lui fallut attendre la réponse pendant quelques minutes. « Merci beaucoup, mon vieux raton. C'est bien gentil à toi de t'informer de ma santé. Mais dis-moi d'abord comment tu vas toi-même, et cet excellent Taupe. »« Oh, nous allons très bien, » répondit Rat. « Taupe, ajouta-t-il étourdiment, est allé faire une randonnée avec Blaireau. Ils seront absents jusqu'à l'heure du déjeuner, si bien que nous allons, toi et moi, passer une charmante matinée. Je ferai tout mon possible pour t'amuser. Maintenant, saute à bas du lit comme un bon garçon,
ne reste pas à te morfondre par une aussi belle journée. Cher excellent raton, murmura Crapaud, comme tu te rends mal compte de l'état dans lequel je me trouve, et à quel point je suis loin de pouvoir sauter à bas du lit aujourd'hui, en admettant que je puisse même le faire un jour. Mais ne te dérange pas pour moi. J'ai horreur d'être en charge à mes amis, et je ne pense pas que cela dure longtemps maintenant. À dire vrai, je ne suis pas loin de l'espérer. Moi aussi, je l'espère, dit Rat avec chaleur. Tu nous as causé pas mal de tracas tous ces derniers temps, et je suis heureux d'apprendre que cela va cesser. Par un temps pareil, avec la saison du canotage qui vient juste de commencer. C'est trop dommage, Crapaud. Ce n'est pas du dérangement que nous nous soucions tellement, mais tu nous fais manquer énormément de choses. Je crains pourtant que ce soit bien du dérangement que vous vous souciez, répliqua Crapaud sur un ton languissant. Je le comprends parfaitement bien, et c'est assez naturel. Vous êtes fatigué de vous occuper de moi. Je ne peux pas vous demander de continuer. Je suis assommant, je le sais. En effet, dit Rat, mais je te le dis, je me donnerai tout le mal possible pour que tu deviennes seulement un animal raisonnable. Si je pouvais le croire, raton, murmura Crapaud, d'une voix plus faible que jamais. Alors, je te supplierais probablement pour la dernière fois de faire un saut jusqu'au village et de me ramener au plus vite un docteur. Peut-être même que c'est trop tard. Mais ne te dérange pas, c'est probablement inutile, et nous pouvons aussi bien laisser les choses suivre leur cours. Alors, pourquoi veux-tu un docteur? S'enquit Rat en s'approchant pour l'examiner de plus près. C'était un fait, il paraissait très abattu. Sa voix s'était affaiblie et il était très changé. Tu as été certainement long à le remarquer, soupira Crapaud. Mais comment aurais-tu pu? Remarquer les choses, c'est encore un ennui. Par contre, demain, tu te diras, si seulement je l'avais remarqué plus tôt, si j'avais fait quelque chose. Mais non, c'est un dérangement pour toi, n'y pense plus, oublie ce que je t'ai demandé. Écoute, mon vieux, dit Rat, qui commençait à être un peu inquiet. Bien sûr que je vais aller te chercher un docteur si tu crois vraiment en avoir besoin. Mais je ne crois pas que tu ailles si mal que ça. Si nous parlions d'autre chose. J'ai peur, mon cher ami, dit Crapaud avec un sourire lugubre, que la conversation ne fasse pas grand-chose dans un cas comme celui-ci. Du reste, les médecins n'y peuvent probablement pas davantage. Il faut pourtant se raccrocher à tout. Mais au fait, puisque nous sommes sur ce sujet, je suis affreusement ennuyé de te causer un dérangement supplémentaire, mais je pense que, puisque tu vas sortir, est-ce que cela t'ennuierait par la même occasion de demander au notaire de venir jusqu'ici? Cela serait bien commode pour moi. Il y a des moments, je devrais plutôt dire, je pense, un moment, où l'on doit accomplir des devoirs désagréables, à tout prix, malgré l'état d'épuisement dans lequel on se trouve. Un notaire? Mais c'est que ça doit aller vraiment mal, se dira terrifié, en se précipitant hors de la chambre, sans oublier, bien entendu, de refermer soigneusement la porte à clé derrière lui. Une fois dehors, il s'arrêta pour réfléchir. Les deux autres étaient très loin. Il n'avait personne à consulter. Il vaut tout de même mieux prendre ses précautions, se dit-il à la réflexion. J'ai déjà vu Crapaud se frapper sans la moindre raison, mais je ne lui ai jamais entendu réclamer un notaire. S'il n'a vraiment rien, le docteur le traitera d'idiot et lui remontera le moral. Ce sera toujours cela de gagner. J'ai eu bien raison de faire ce qu'il me demandait. Je ne vais pas être long. Et il partit vers le village accomplir sa mission. Dès qu'il eut entendu tourner la clé dans la serrure, Crapaud sauta à bas du lit, guetta Rat par la fenêtre et le surveilla jusqu'au moment où il disparut au bout de l'allée. Alors, en riant de bon cœur, il s'habilla très vite dans la tenue la plus élégante qu'il put trouver, prit de l'argent dans un petit tiroir de la coiffeuse, puis il noua ensemble ses deux draps, fixa l'extrémité de cette corde improvisée au montant central de la fenêtre Tudor, le plus bel ornement de sa chambre, se glissa au dehors et arriva jusqu'au sol où il atterrit en douceur. Puis, le cœur léger, il partit dans la direction opposée à celle qu'avait pris Rat, en sifflotant à un air joyeux.
Le déjeuner que fit Rat en face de Blaireau et de Taupe, à leur retour, fut plutôt sinistre. Il leur raconta son histoire pitoyable et peu convaincante. On peut imaginer les remarques caustiques, pour ne pas dire brutales, qui furent faites par Blaireau. Nous n'en parlerons donc pas, mais ce qui fut pénible pour Rat, ce fut que même Taupe, tout en prenant le plus possible le parti de son ami, ne put s'empêcher de dire « Cette fois, Raton, tu as tout de même été un peu godiche, surtout avec Crapaud que nous connaissons. » « Mais il a joué son rôle si merveilleusement bien, dit Rat, tout déconfit. « Tu veux dire qu'il t'a eu merveilleusement bien, répliqua Blaireau avec fougue. « Enfin, ça n'arrange rien d'épiloguer là-dessus. Cette fois, c'est certain, il a bien pris le large. Le pire, c'est qu'avec la vanité qui le caractérise, il ne va pas avoir un instant l'impression qu'il a fait une sottise. L'avantage, par contre, c'est que maintenant nous sommes libres et nous n'allons plus perdre une minute de notre temps précieux à monter la garde. Et nous ferions mieux de continuer pendant quelque temps à coucher au manoir Crapaud. On peut nous le ramener à n'importe quel moment, sur un brancard ou entre deux agents de police. » Ainsi parla Blaireau, sans savoir ce que l'avenir leur réservait et combien d'eau, particulièrement trouble, allait couler sous les ponts avant que Crapaud pût se réinstaller dans le château de ses ancêtres. Pendant ce temps, Crapaud, gai et insouciant, marchait d'un bon pas sur la grande route à quelques kilomètres de chez lui. Au début, il avait emprunté des sentiers détournés, était passé à travers champs, avait changé plusieurs fois de direction pour le cas où il aurait été poursuivi. Mais à présent, il se sentait hors d'atteinte. Il y avait un soleil radieux, la nature tout entière se joignait à l'hymne de louange qu'il entonnait en lui-même à sa propre gloire. Il était tellement satisfait et vaniteux qu'il en dansait presque. « Joli travail, se disait-il en ricanant. Le cerveau contre la force brutale, le cerveau triomphe. C'est d'ailleurs obligatoire. Pauvre vieux Rat, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va prendre quand Blaireau entrera? Un garçon de valeur, Raton, avec beaucoup de qualités, mais peu d'intelligence et aucune éducation. Un de ces jours, il faudra que je le prenne en main et que je voie ce qu'on peut faire de lui. » Complètement absorbé dans ses vaniteuses pensées, il allait de l'avant, le nez en l'air. Il atteignit une petite ville. Là, l'enseigne du Lion Rouge qui se balançait dans la rue principale vint lui rappeler qu'il était à jeun. Cette longue marche lui avait ouvert l'appétit. Il entra dans l'auberge, commanda le meilleur petit déjeuner qu'on pût avoir en s'y prenant aussi peu à l'avance, et s'installa dans la salle de café. Il était arrivé à peu près au milieu de son repas, quand un bruit qui ne lui était que trop familier, venant de la rue, le fit sursauter et trembler de tous ses membres. Le poup-poup devint de plus en plus proche. On entendit la voiture entrer dans la cour de l'auberge et s'arrêter. Crapaud dut se cramponner à la table pour maîtriser son émotion. Les automobilistes entrèrent bientôt dans le café, gais, bavards, affamés, se répandant en détail sur leurs expériences de la matinée et les mérites du véhicule qui les avait amenés là dans d'aussi bonnes conditions. Crapaud écoutait avec avidité. À la fin, il ne pouvait plus y tenir. Il se glissa hors de la pièce, paya sa note au bar, et dès qu'il fut dehors, entra tranquillement dans la cour. « Ça ne peut pas faire de mal, se dit-il, simplement pour jeter un coup d'œil. » L'automobile stationnait au milieu de la cour, sans personne dans les parages. Les garçons d'écurie et ceux qui auraient pu traîner par là étaient tous à table. Crapaud fit lentement le tour de l'automobile, en inspectant, en critiquant, plongé dans une profonde méditation. « Je me demande, se dit-il ensuite, si ce modèle démarre facilement. » L'instant d'après, sans savoir très bien comment c'était arrivé, il avait saisi la manivelle et était en train de la tourner. Quand le bruit familier se fit entendre, sa vieille passion se réveilla et il s'en trouva possédé, corps et âme. Croyant rêver, il se retrouva sur le siège du chauffeur. De même, il tira le levier, fit tourner la voiture dans la cour et passa sous la voûte. Toujours dans un rêve, il perdit conscience du bien et du mal. Toute crainte pour les conséquences inévitables de ses actes se trouva provisoirement étouffée. Il accéléra son allure, eut vite fait de traverser la ville et se trouva bientôt en rase campagne.
Il sut alors qu'il était redevenu le véritable Crapaud, dans sa meilleure forme. Crapaud la terreur, le maître absolu de la circulation, le seigneur de la route qui fait le vide devant soi, devant qui doit s'écarter quiconque ne tient pas à être précipité dans le néant et la nuit éternelle. Il chantait et le ronflement du moteur lui répondait. Les kilomètres étaient dévorés les uns après les autres, tandis qu'il se ruait à toute vitesse, sans même savoir vers quel but. Il s'abandonnait à ses instincts, il vivait l'heure qui venait, en voulant ignorer complètement ce qui pourrait lui arriver. À mon avis, fit remarquer le président du tribunal, la seule difficulté qui se présente dans cette affaire autrement fort claire est celle-ci. Quelle sanction suffisamment sévère pouvons-nous trouver pour cet incorrigible coquin et cette crapule endurcie que nous avons là devant nous, effondrée dans le box des accusés? Voyons, il a été reconnu coupable grâce à des témoignages incontestables, d'abord du vol d'une automobile de valeur, deuxièmement de conduire d'une manière constituant un danger public, et troisièmement d'attitude gravement injurieuse à l'égard de la police locale. Monsieur le greffier, voulez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle est la pénalité la plus rigoureuse que nous puissions lui infliger pour chacun de ces délits? Sans donner bien entendu au prisonnier le bénéfice du doute, car il n'y en a aucun. Le greffier se gratta le nez avec son porte-plume. Il y aura des gens pour estimer que le vol de l'automobile est l'infraction la plus grave. Cela est exact. Les injures à la police entraînent sans aucun doute la sanction la plus sévère. Et c'est ainsi que cela doit être. Supposons que nous disions 12 mois pour le vol, ce qui est indulgent, 3 ans pour la façon déchaînée de conduire, ce qui est doux, et puis 15 ans pour les injures, qui étaient très graves, d'après ce que nous avons entendu déclarer par les témoins à la barre. Même si vous ne croyez que le 10e de ce que vous avez entendu, et pour ma part je n'en crois jamais davantage, ces chiffres, dûment additionnés, donnent le total de 19 ans. Parfait, dit le président. Vous pouvez donc arrondir à 20 pour être sûr de ne pas vous tromper, conclut le greffier. Excellente suggestion, approuva le président. Prisonnier, levez-vous et essayez de vous tenir droit. Cette fois vous en aurez pour 20 ans. Et rappelez-vous, si vous comparaissez à nouveau devant ce tribunal sous n'importe quel chef d'inculpation, vous aurez sérieusement affaire à nous. Alors les serviteurs brutaux de la loi tombèrent sur le malheureux Crapaud. Ils le chargèrent de chaînes et l'entraînèrent hors du tribunal. Il poussait des cris perçants, il suppliait, il protestait. Quand il traversa la place du marché, la populace, toujours aussi sévère à l'égard du crime reconnu, qu'elle est sympathisante et serviable pour ceux qui sont simplement recherchés, l'assaillit d'injures, d'invectives grossières, lui lança des carottes. Des étudiants qui passaient le huèrent, la figure illuminée par la joie de voir un monsieur en difficulté. Les gardes lui firent franchir le pont-levis, où les pas avaient une résonance caverneuse, sous la herse munie de pointes menaçantes, sous la voûte peu engageante du vieux château dont les tours anciennes se dressaient très haut par-dessus leur tête, devant des corps de garde pleins de soldats au repos qui ricanaient, devant des sentinelles sarcastiques qui crachaient sur son passage d'une horrible façon, parce que c'est tout ce qu'une sentinelle à son poste peut se permettre pour manifester son mépris et son horreur du crime. Monter des escaliers en pas de vis usés par le temps, passer devant des hommes d'armes en casque et cuirasses d'acier qui lançaient des regards menaçants à travers leurs visières, traverser des cours où des dogues tiraient sur leurs laisses et lançaient leurs pattes en l'air pour essayer de l'atteindre, devant des geôliers à l'ancienne mode dont les hallebardes étaient appuyées contre le mur et qui somnolaient sur une tranche de pâté et un flacon de bière brune. Le firent passer devant les chambres de torture, chevalets et poussettes, prendre le tournant qui conduisait à l'échafaud jusqu'au moment où ils parvinrent au plus sinistre donjon que l'on puisse trouver dans le plus profond réduit. C'est là qu'ils finirent par s'arrêter, près d'un geôlier qui était assis, en train de tripoter un trousseau de clés formidable. « Étrange petite chose, dit le sergent de police en enlevant son casque et en s'épongeant le front. « Réveille-toi, vaurien, et débarrasse-nous de cette vermine de Crapaud, un criminel invétéré, d'une adresse sans pareille et plein de ressources.
Mets toute ton habileté à le garder et à le surveiller. Et sache-le bien, vieille barbe, s'il arrivait quelque chose, tu en répondrais sur ta tête, et la peste soit de vous deux. Le geôlier acquiesça en ricanant, et tendit sa main desséchée sur l'épaule du malheureux crapaud. La clé rouillée grinça dans la serrure, la lourde porte claqua derrière eux. Crapaud était désormais un prisonnier abandonné dans le donjon le plus reculé, du réduit le mieux gardé de la forteresse la plus inexpugnable de toute la joyeuse Angleterre.